Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs, dans le journal de ce 8 août 2024. Tout d'abord, les titres. Les habitants des villes de Bujumbura et de Rumongue dénoncent la négligence des autorités administratives par rapport à la prévention et à la lutte contre la variole du singe. Cependant, le ministère de la Santé publique a confirmé que cette épidémie s'est déjà manifestée dans 25 districts sanitaires, mais que bientôt un plan de riposte va être lancé. Préoccupation de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle, face à l'intensification des cas de violation des droits des défenseurs des droits humains, y compris ceux des journalistes, au fil et à mesure que le pays s'approche des élections. Dans ce journal, nous allons continuer notre série de reportages sur les malversations et mauvaises gestions opérées au sein de la société sucrière de Mosso. Dans un instant, le développement de ce journal. Débutons cette édition par la page santé. La maladie de la variole du singe continue son expansion à travers les districts sanitaires du Burundi. Dans sa déclaration, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a annoncé que 25 des 49 districts sanitaires que compte le pays ont déjà au moins un cas de Mpox. Ainsi, le pays a validé ce mercredi un plan national de riposte contre cette épidémie qui devrait durer 6 mois et qui coûtera 42 milliards de francs burundais. Je vous propose d'écouter Dr Lidwine Waradahana, la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Un plan que nous allons utiliser est bâti sur 7 piliers. C'est notamment la surveillance de la maladie, la prise en charge, la communication et l'éducation envers la population, suivi des malades, le diagnostic au laboratoire et la coordination pour la riposte. C'est un plan qui coûte approximativement autour de 42 milliards de francs bourgs, à peu près 14 millions de dollars. Jusqu'à présent, nous avons déjà enregistré 55 cas positifs. Sur les 100 alertes que nous avons reçues, nous avons déjà examiné 187 échantillons et 30% de ces échantillons examinés sont positifs. Donc, nous interpellons la population à observer les mesures de prévention que le ministère de la Santé a communiquées à la population. Cependant, la prise en charge est déclarée gratuite parce que nous sommes dans une phase d'épidémie. C'est une maladie dont le réservoir du virus et aussi des animaux et des hommes. Nous sommes en train de collaborer avec le département de l'élevage au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement. Depuis que nous avons mis en place le système de plateforme de One Health, maintenant nous avons travaillé côte à côte pour élaborer le plan de riposte. Le budget que nous allons mobiliser va servir aussi au niveau du département de l'élevage pour aller suivre selon leur technologie la maladie au niveau des animaux parce qu'il faut qu'on coupe la chaîne chez les humains et chez les animaux. C'était Dr Lidwine Waradahana, la ministre en charge de la santé publique. Toujours à propos de cette maladie, les habitants des villes de Bujumbura et de Rumongue déplorent la négligence des autorités administratives par rapport à la prévention et la lutte contre la variole du singe. Ceux de la mairie de Bujumbura disent que si ce ne sont que des conseils à suivre annoncés verbalement par le maire de la ville, aucune mesure barrière n'a jusqu'ici été arrêtée. Et dans la ville de Rumongue, ils regrettent l'irresponsabilité des administratifs alors qu'ils sont conscients du trafic et mouvement des personnes entre cette ville et la République démocratique du Congo qui compte plusieurs cas de cette maladie. Janvier Ninahazgue pour plus de détails. Nous apprenons de cette maladie de la variole du singe à travers les médias. Si elle nous atteint, nous allons mourir sans aucune autre forme de procès. Et d'ailleurs, ça sera pour nous reposer de cette vie chère. Donc quand de la population s'en prennent aux autorités du pays qui négligent à outrance cette maladie dite Mpox ou encore virus de la variole du singe, selon eux, les
Les administratifs avaient le devoir de prendre le devant à arrêter des mesures barrières qui s'imposent pour protéger leurs sujets contre cette maladie. Les habitants de la mairie de Bujumbura disent que ces mesures barrières ne se sont limitées que dans les propos du maire, sans toutefois des actions concrètes. Ils ajoutent que la mise en application des dites mesures n'est pas aussi facile dans une ville qui connaît un manque criant de l'eau et le manque persistant du carburant qui exacerbe la situation en ce qui concerne le transport. Loin de là, aucune mesure barrière n'a été prise. Elles avaient été émises par le maire de la ville, mais elles n'ont pas été mises en application. Comment se laver les mains sans de l'eau, ou encore comment prétendre que les gens ne peuvent pas s'approcher avec ces longues files d'attente au parking de bus? Actuellement, les passagers s'assoient assis dans un bus quaster de transport en commun, sans dire ceux qui restent debout derrière le convoyeur. À quoi alors serviront ces mesures? Dans la ville de Lumongue, bientôt la maladie décimera la population. S'inquiètent les habitants de cette ville qui évoquent le trafic et le mouvement transfrontalier avec la République démocratique du Congo, le pays voisin où cette maladie prend origine et s'y manifeste avec violence. Cette maladie nous effraie beaucoup ici à Rumongue, surtout que nous sommes voisins avec la République démocratique du Congo, où il y a de nombreux cas de malades de la variole du singe. Nous sommes alors exposés à la dangereuse contamination ici à Rumongue. Je trouve que la maladie a été négligée et éventuellement la situation va se compliquer. À Rumongue, nous recevons beaucoup de visiteurs en provenance de la République démocratique du Congo et ça nous fait peur. Le mouvement est similaire de l'autre côté de la Tanzanie. La situation se présente ainsi au moment où même l'OMS est préoccupée par la propagation à grande échelle dans plusieurs pays africains. Le directeur général de cette organisation onusienne, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré dimanche qu'il envisage convoquer le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé sur le Mpox pour évaluer s'il faudrait décréter le plus haut degré d'alerte face à l'épidémie en cours dans plusieurs pays africains. Le Mpox ou encore le virus de la variole du singe a été découvert pour la première fois chez des humains en 1970 dans l'actuelle République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Le 6 janvier, Nina Hazgue et dans l'entretemps, l'Organisation mondiale de la santé OMS a déclaré qu'elle compte convoquer un comité d'urgence pour déterminer si l'épidémie de la variole du singe constitue une urgence de santé publique de portée internationale au vu de la récente propagation de la maladie. Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de cette organisation, l'a annoncé lors d'un point de presse ce mercredi. Elvis Nyamungere. La vitesse de la propagation de la variole du singe en dehors de la République démocratique du Congo et le risque de propagation à l'échelle internationale inquiètent l'Organisation mondiale de la santé OMS. Mercredi, le 7 du mois encore, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de cette organisation, a tenu une conférence de presse. Il a annoncé la convocation d'un comité d'urgence en vertu du règlement sanitaire international. In light of the spread of Mpox outside DRC, compte tenu de la propagation de la variole du singe en dehors de la République démocratique du Congo et du risque de propagation internationale à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afrique, j'ai décidé de convoquer un comité d'urgence conformément à la réglementation internationale pour me conseiller sur la question de savoir si l'épidémie constitue une urgence publique de portée internationale. Le comité se réunira dès que possible et sera composé d'experts indépendants issus de diverses disciplines pertinentes du monde entier. Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que l'OMS a débloqué $1 million du fonds de réserve de l'OMS pour les situations d'urgence afin de soutenir l'intensification de la réponse et qu'il compte en débloquer davantage dans les prochains jours. L'OMS a élaboré un plan de réponse régional qui nécessite $15 millions pour soutenir les activités de préparation et de réponse. Nous avons débloqué $1 million du fonds de réserve de l'OMS pour les situations d'urgence afin de soutenir l'intensification de la réponse et nous prévoyons d'en débloquer davantage
dans les prochains jours. Il existe 2 vaccins contre la variole du singe. Ces vaccins ont été approuvés par l'OMS et sont recommandés par le groupe stratégique d'experts de l'OMS sur la vaccination ou la recherche. on immunization or SAGE. En plus de la RDC, ce virus a été déclaré depuis plus de 2 ans. Des cas de Mpox sont aujourd'hui déclarés au Kenya, au Rwanda, Ouganda et au Burundi. Merci Elvis Niyomwongere. La maladie de la variole du singe fait partie des maladies virales. Bien que tout le monde puisse l'attraper, il y a des groupes de gens plus vulnérables à cette maladie, notamment les personnes souffrant des maladies chroniques, les enfants et les femmes enceintes. Annonce faite par un médecin, infectiologue, au moment où le pays fait face à l'épidémie de la variole du singe. Le docteur Aimé Ouimana prévient qu'il y a des médicaments qu'il ne faut pas donner à une personne atteinte de la variole du singe pour éviter que sa santé ne soit plus altérée. Suivez-le. La prévention, la bonne prévention, c'est surtout éviter les facteurs de risque. Puisqu'on a vu que même les femmes enceintes peuvent attraper, ça peuvent contaminer à l'enfant, au bébé. Donc, et les bébés, ce sont les personnes les plus vulnérables. En fait, ça peut même entraîner des morts fœtales in utero, ça peut entraîner des avortements et tout ça. Et le meilleur moyen de se prévenir, c'est éviter les contacts. Et puis, du côté médical, et je ne sais pas si vous vouliez savoir s'il y a un vaccin pour se prévenir. En fait, il y a des vaccins en fait qui ont été mis en évidence en fait dans les pays surtout développés, mais les vaccins ça n'a pas été prouvé au fait leur efficacité au fait à 100%, ou bien même est-ce que c'est déjà recommandé au niveau international par l'OMS? Non, pas encore. Est-ce qu'il y a un médicament pour traiter ça? Alors la prise en charge et le traitement, c'est surtout faire le traitement des symptômes, le traitement des signes. Si un malade a de la fièvre, il faut abaisser la fièvre et surtout ne pas donner les anti-inflammatoires. C'est important. Ça, c'est un élément important pour le personnel soignant, au Burundi, il y a l'habitude d'aller s'automédiquer dans les pharmacies, donc là c'est compliqué, mais il faut surtout éviter les anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, je veux dire les ibuprofènes, les diclofenac, les endocides, les prédnisolone, parce que ça soulage bien la douleur, mais ça aggrave la pathologie en fait, ça aggrave l'atteinte pulmonaire en fait. C'est surtout il faut éviter, c'est faut prendre le paracétamol. Et puis si on se gratte, il y a des médicaments pour le prurit. En fait, les médecins le savent, les antihistaminiques. Et surtout un élément important pour le personnel soignant, que ce soit les médecins. Pour tout malade qui a les signes de la variole du singe, il faut toujours chercher les autres infections sexuellement transmissibles. Il faut chercher la syphilis, il faut chercher le gonocoque, il faut chercher les hépatites virales, les BSL, il faut toujours penser à chercher le VIH pour les personnes qui ne sont pas connues. Un autre élément que j'allais signaler, là je dis, puis le malade se guérit. Donc il est guéri de la maladie, mais il y a parfois des complications. Cet élément sonore du docteur Aimé Ouimana, nous la détenons grâce à nos confrères de la radio-télévision nationale du Burundi, la RTNB. Après une courte pause, nous continuons ce journal avec la page gouvernance. RP. En page gouvernance, notre série de reportages sur les malversations et mauvaises gestions opérées au sein de la société sucrière du Mosso, Sosumo en sigle. Aujourd'hui, nous vous parlerons de l'appropriation de certains biens de la dite société par certains employés. Le point avec Josiane Modaneda. Dire que les responsables qui se sont succédés à la direction de la Sosumo sont issus d'une même descendance ne serait pas loin de la réalité, à voir combien l'ADN de la dilapidation et des tournements de fonds germent en un claquement de doigts
dans presque toutes les personnes nommées pour diriger cette entreprise étatique. À voir la vitesse à laquelle ces dirigeants s'empressent d'engloutir le peu de moyens encore à la disposition de cette société, l'on se demande s'ils sont nommés à ce poste pour précipiter sa faillite au lieu de la maintenir hors de l'eau. Là où le bas blesse, c'est que ce virus de dilapidation des biens publics s'étend même dans le petit personnel qui a emboîté le pas à ses supérieurs. Il n'y a pas que les directeurs uniquement qui s'adonnent à cette mauvaise gestion. Même les autres responsables et agents font de même, surtout qu'ils sont protégés par leur chef hiérarchique. En fait, ils disposent des biens de l'entreprise comme ils veulent, sans s'inquiéter de rien. Par exemple, ils utilisent les véhicules de la compagnie dans leurs propres affaires, avec le carburant de la boîte. Ici, notre source au sein des cadres de la Sosumo nous illustre comment s'opère cette malversation. Il y a un groupe de travailleurs qui s'est mis ensemble pour ouvrir un bar dénommé Payotte. Et comme ils ont la complicité de la direction et des autres responsables, ils ont mis les véhicules de l'entreprise au service de ce bar pour ce qui est de l'approvisionnement. S'il faut aller acheter des boissons en province d'Itega, ils n'hésitent pas une seconde. C'est la même chose pour ce qui est de faire les stocks en nourriture. Selon toujours notre source, ces gens vont même jusqu'à envoyer les véhicules de la Sosumo vers de lointaines contrées pour s'y approvisionner en produits culinaires non disponibles dans les environs. Et là, ils font recours au carburant de la dite société, de même que d'une partie du personnel, notamment les chauffeurs. Imaginez-vous prendre un véhicule de la Sosumo avec un chauffeur payé par la Sosumo et remplir ce véhicule du carburant appartenant toujours à la Sosumo, juste pour aller acheter des poissons et de la pâte de manioc communément appelée Urove, vers Nyanzalak, Rumongi ou encore au bord du lac Tanganyika. Tout ça pour approvisionner leur bar sur les frais de la Sosumo. C'est vraiment hallucinant. Et comme toujours, ceux qui paient les pots cassés sont les Burundais en général et le petit personnel de la Sosumo qui se voit privé de ses avantages, pourtant leur reconnus par la loi. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci à toi, Josiane Modaneza. Terminons ce journal par la page Droits de l'homme. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, se dit préoccupée par l'intensification des cas de violation des droits des défenseurs des droits humains au fur et à mesure que l'on s'approche des élections, déclare la CBDDH dans son rapport sorti ce jeudi 8 août 2024. Pour cette coalition, ces actes ne sont pas de nature à tranquilliser au bon déroulement des prochaines échéances électorales. Suivez Bertrand Gendakuriyo, il est chargé de la communication au sein de la CBDDH. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme tient à exprimer sa vive inquiétude car à l'approche des élections législatives de 2025 au Burundi, nous continuons à observer une recrudescence alarmante des violations des droits humains ainsi qu'un rétrécissement constant de l'espace civique. Et malheureusement, ces derniers mois ont été marqués par une série d'attaques systématiques contre les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes et les acteurs de la société civile. Et ce climat d'intimidation et de répression, vous en conviendrez, met sérieusement en péril de la possibilité d'un processus électoral libre et équitable. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur la répression judiciaire et l'emprisonnement des défenseurs des droits humains. Nous avons par exemple Yann Ilangavier, une journaliste et défenseur des droits humains qui a été condamnée à 10 ans de prison simplement pour avoir exprimé ses opinions. Elle a été condamnée pour avoir utilisé pacifiquement sa liberté d'expression, si je peux dire ainsi. Et ce n'est pas un cas isolé, car il y a aussi Emilie Nestomana, une syndicaliste et activiste qui a été condamnée à 5 ans de prison pour avoir dénoncé des abus graves dans le système éducatif. Et pire encore, après avoir été acquittée le 28 juin 2024, elle a été maintenue en détention illégalement pendant plus d'un mois supplémentaire. Cela montre bien à quel point la justice est manipulée à des fins politiques. Nous avons un autre cas de Sandra Moroza, cette journaliste de la Nova Burundi, qui croupit en prison depuis plus de 3 mois
pour un simple commentaire dans un groupe WhatsApp. Et les accusations d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État qui pèsent contre elle ne sont rien de plus qu'une excuse pour réprimer sa liberté d'expression. La CBDDH n'a pas oublié de mentionner les cas de violation de la liberté de la presse. Elle rappelle des cas de persécution dont ne cessent d'être victimes les journalistes des médias privés. Encore une fois, Bertrand Ngendakuliyo. En ce qui concerne la liberté de presse, la situation est tout aussi préoccupante. Le 13 juin 2024, Gérard Nivigila, correspondant de la radio-télévisée Sanganilo en province de Gitega, a été arrêté, malmené par le chef de la police dans cette province pour avoir photographié un citoyen battu par des agents de force de l'ordre. Il a été relâché après quelques heures, mais cet incident montre clairement que les journalistes sont systématiquement réprimés lorsqu'ils tentent de documenter les abus. Prenons également le cas de Pascal Nakilumana, responsable du desk politique du journal Iwachu, qui a échappé de justesse à une tentative d'enlèvement. C'était le 4 juin 2024 dans la ville de Bujumbura. Vous voyez, c'est une véritable chasse aux sorcières contre les médias indépendants aujourd'hui. Enfin, le bilan de la première moitié de l'année ne peut pas passer sous silence le rétrécissement de l'espace civique où le 26 mars 2024, lors d'un déjeuner de prière nationale, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a publiquement accusé Gabriel Fili, président de l'ONUCOM, et Faustin Ndikumana, directeur national de la PARSEM, d'agir par rancune et pour des intérêts personnels. Franchement, ces accusations infondées ne sont qu'une tentative de discréditer ceux qui dénoncent la corruption et les abus de pouvoir, et cela illustre bien comment le gouvernement cherchait à marginaliser et à museler les voix critiques. Et en conclusion, le gouvernement du Burundi doit comprendre une chose. La répression des voix dissidentes et la fermeture de l'espace civique ne conduiront qu'à plus d'instabilité et à un isolement international. Sur ce, la CBDDH demande instamment au gouvernement de cesser ces pratiques répressives, de garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire, de respecter ses engagements nationaux et internationaux en matière des droits humains. C'était Bertrand Ngendakuliyo, le chargé de la communication au sein de la CBDDH. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci, chers auditeurs, de nous avoir prêté votre attention. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. Bonne soirée à tous.